En janvier 2014, Karen Rodriguez a été brutalement kidnappée et assassinée. Sa mère, Miriam Rodriguez, a acheté un pistolet, changé d'apparence et s'est transformée en Sherlock Holmes des temps modernes, traquant chacun des ravisseurs de sa fille. Que s'est-il passé ensuite? Préparez-vous à plonger dans les histoires de 5 parents qui ont vengé les enlèvements de leurs enfants par un cartel. Numéro 5. Eduardo Gallo. Eduardo Gallo a refusé de laisser l'enlèvement et le meurtre brutal de sa fille devenir un autre cas oublié. Il l'a donc résolu lui-même jusqu'à l'arrestation de l'assassin de sa fille. Juillet 2000, Paola Gallo se détendait avec ses amis dans la maison de week-end de ses parents lorsqu'un groupe d'agresseurs a débarqué. Ils ont sauté par-dessus la clôture, ont fait irruption dans la maison et terrorisé tout le monde pendant 2 heures. Non seulement ils ont volé des bijoux et de l'argent liquide, mais ils ont également kidnappé Paola et volé 2 voitures. Cet incident n'était que l'un des nombreux enlèvements qui sévissaient à l'époque à Tepoztlán, au Mexique. Et comme d'innombrables autres familles mexicaines victimes d'enlèvement, Gallo a payé une lourde rançon d'environ 18 500 $ ainsi que des bijoux aux membres du cartel qui avaient enlevé sa fille. Cependant, 1 semaine plus tard, le corps sans vie de Paola a été découvert. Elle avait reçu sans pitié une balle à 2 reprises, une dans le cou et une dans le dos. Lors des funérailles de Paola, Gallo, les larmes coulant sur son visage, a exprimé son amour pour son enfant bien-aimé. Il a dit « Je t'aimerai pour toujours, mon enfant adoré. Merci pour ton sourire et tes caresses. Merci pour tes chansons, ton bonheur et ton amour de la vie. Tu as toujours éclairé le chemin pour que je puisse distinguer la justice de la vengeance. » La douleur ressentie par Gallo était au-delà des mots. Il savait que les derniers instants de sa fille devaient être remplis de pure terreur. Et même si 3 suspects ont été rapidement arrêtés, la personne qui a appuyé sur la gâchette et pris la vie de Paola était toujours en liberté. Poussé par un désir irrésistible de justice, Gallo a pris une décision. Il ferme son cabinet de conseil et se transforme en détective acharné, déterminé à retrouver le tueur par lui-même. Au cours de l'année suivante, Gallo a suivi sans relâche les pistes dans les rues et a soigneusement examiné les enregistrements téléphoniques. Ses recherches ont révélé un fait choquant. 90% des enlèvements au Mexique ne sont pas signalés. Cela se produit parce que les proches des victimes sont souvent paralysés par la peur, terrifiés par les conséquences brutales qui pourraient en découler. Mais Gallo n'avait pas peur et il était déterminé à venger à tout prix l'enlèvement et le meurtre de sa fille. Et sa détermination a fini par payer. Le père de Paola a non seulement identifié le principal tireur, mais a également aidé les autorités à le retrouver. Gallo a réussi à retracer le tireur jusqu'à un téléphone public qu'il a utilisé. La police a alors organisé une surveillance qui a conduit à l'arrestation de l'homme de 28 ans nommé Francisco Zamora Arellano. Il a finalement avoué avoir tué Paola. Une fois l'affaire close, le chef de la police de l'État de Morelos, José Agustín Montiel, a déclaré à propos de Gallo « Cet homme, avec une grande bravoure, a mis de côté toutes ses affaires et a mené toute l'enquête. Malheureusement, le Mexique est un pays en proie aux enlèvements. Mais croyez-le ou non, ce problème s'étend au-delà des civils innocents, atteignant même ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et même les barons de la drogue. » Numéro 4. El Chapo. 15 août 2016, peu avant 1h du matin, un gang de 7 hommes armés a fait irruption dans un restaurant haut de gamme de la rue principale de Puerto Vallarta, une plage populaire au Mexique. Dans ce restaurant chic, 2 riches frères mexicains dînaient avec leurs amis, tous excités pour fêter un anniversaire. Ils sirotaient du champagne et toute la place était éclairée par des bougies. Mais à leur sortie de nulle part, 6 individus lourdement armés de mitrailleuses les ont encerclés. Les hommes armés ont forcé les frères à se mettre à genoux, les ont désarmés puis les ont fait sortir du restaurant et les ont poussés dans 2 SUV en attente. L'opération a été brutale et rapide, prenant moins de 2 minutes. Le propriétaire du restaurant le décrira plus tard comme violent mais très propre. Ces 2 frères kidnappés n'étaient autres que Jesus Alfredo Guzmán et Iván Archibaldo Guzmán, les fils du tristement célèbre El Chapo. Oui, vous avez bien entendu. Je veux dire, sérieusement, qui est cette personne censée qui prendrait la décision stupide de kidnapper les fils d'un gars dont le nom à lui seul fait frissonner le dos, même aux hommes endurcis? Eh bien, peut-être un homme encore plus dur qui a vu une opportunité et l'a saisie. Le 8 janvier 2016, El Chapo a été capturé à Los Mochis, Sinaloa, après une violente fusillade avec les marines mexicaines.
Il s'agissait de sa 3e arrestation et tout le monde pensait que son extradition vers les États-Unis était presque certaine, ce qui rendait très improbable qu'il s'échappe une 3e fois. Cet enlèvement a été considéré comme un revers majeur dans les tentatives de Lenny Guzman de maintenir derrière les barreaux la domination du cartel de Sinaloa dans la région. Le cartel émergent, le cartel de Jalisco Nueva Generation ou CJNG, représentait un défi important pour son pouvoir. Des sources ont révélé plus tard que l'incident du kidnapping avait servi de grande entrée à El Mencho, le chef de l'impitoyable CJNG. Il voulait envoyer un message clair au cartel de Sinaloa et à ses associés. Votre roi est désormais enfermé, alors ne pensez pas que vous êtes intouchable. C'était aussi un avertissement. El Mencho venait pour le trône. En 2010, El Mencho a créé le cartel et l'a rapidement transformé en l'une des plus grandes organisations criminelles du pays et aussi l'une des plus meurtrières. Initialement, le cartel avait des liens étroits avec le cartel de Sinaloa, mais après l'arrestation d'El Chapo, il a commencé à prendre possession de certains territoires du cartel de Sinaloa. Revenons maintenant à la question brûlante. El Chapo allait-il simplement rester les bras croisés et laisser ses fils devenir des dommages collatéraux dans cette nouvelle guerre de territoire? Vous pouvez probablement deviner la réponse. Même enfermé, El Chapo était prêt à semer la terreur et le chaos dans les rues du Mexique. Mais craignant une guerre à grande échelle, El Mayo Zambada, allié de longue date d'El Chapo et l'un des rares barons de la drogue vétérans survivants du cartel de Sinaloa, a décidé d'intervenir. La rumeur veut qu'il ait pris en charge les négociations qui ont duré une semaine entière. Selon une source de la DEA, le leader du CJNG avait initialement prévu de kidnapper et de tuer les frères. Cependant, à la 11e heure, les menaces d'El Chapo et les négociations incessantes d'El Mayo ont réussi à obtenir leur libération. Et combien tout cela a coûté? Une rançon de 2 millions de dollars et tout un tas de drogue. Mais El Chapo n'était pas le seul baron de la drogue sur notre liste, aujourd'hui prêt à tout mettre en œuvre pour venger l'enlèvement de ses enfants. Numéro 3. Manuel Torres Félix. Manuel Fidel Torres Félix, également connu sous le nom d'El M1, était un célèbre baron de la drogue mexicain et un dirigeant de haut rang du cartel de Sinaloa. Lorsque son fils a été tué par des membres du gang rival du cartel Beltrán Leiva, Torres Félix a complètement perdu la tête et s'est livré à un violent déchaînement qui n'a épargné personne. Dans les années 90, Torres Félix s'est d'abord associé au cartel de Sinaloa. Comme le destin l'a voulu, il a gravi les échelons et a finalement accédé au sommet du cartel après l'arrestation de son frère, Javier Torres Félix, en 2004. Sous la direction d'Ismael Zambada Garcia, il a ensuite commencé à travailler avec Ovidio Guzmán López, le fils de Joaquín El Chapo Guzmán, l'ancien homme le plus recherché du Mexique, et a supervisé les expéditions de trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud vers le Mexique sous la direction d'Ismael El Mayo Zambada. Durant son règne, El M1 fut impliqué dans une rivalité féroce avec l'organisation Beltrán Leiva. Il convient de noter que le cartel de Sinaloa et l'organisation Beltrán Leiva étaient autrefois alliés et opéraient depuis le même petit état de Sinaloa. Cependant, en 2008, l'organisation Beltrán Leiva s'est séparée de cette alliance, poussée par une force puissante, la cupidité. Les deux cartels voulaient une domination suprême et il n'y avait pas d'autre moyen pour l'un d'eux de s'effondrer. Cette rivalité a finalement conduit au moment le plus déterminant pour El M1, provoquant l'effondrement de son monde entier et le poussant au bord de la folie. Le 18 avril 2008, juste devant le ministère de la Santé, dans le quartier résidentiel de Montebello de Culiacán, un groupe de sicarios travaillant pour le cartel Beltrán Leiva a tendu une embuscade au fils de 20 ans d'El M1, Torres Acosta. Torres a été pris dans une embuscade avec sa sœur Alondra et la belle-sœur d'El M1, Ribas Heredia. Les sicarios ont tenté de kidnapper Torres Acosta, mais il a courageusement résisté, les incitant à tirer brutalement et à le tuer sur place. Les coups de feu tirés ont également blessé sa petite sœur, touchant son bras et son épaule droite, tandis que la belle-sœur d'El M1 a été blessée à la jambe gauche. Cet incident a fait basculer un interrupteur dans la tête d'El M1. Il est devenu fou et est sorti pour se venger. Quelques jours après la perte de son fils, El M1 a ordonné à ses hommes de rassembler autant de membres du BLO ou de los Zetas que possible et de les emmener à son ranch pour les torturer. C'est à ce moment-là que la véritable nature psychotique d'El M1 apparaît. Il a soumis chaque homme à une torture inimaginable avant de mettre fin froidement à leur jour. L'une des victimes d'El M1 était le commandant de police municipal Roberto Carlos Barcelo Villagrán.
Elema lui a tranché le dos en ruban avec des couteaux, ses jambes coupées puis décapitées alors qu'il était encore en vie. Son corps a ensuite été jeté avec 2 autres dans le coffre d'une voiture tandis que ces sicarios prenaient les corps des autres victimes et les jetaient partout dans Culiacán. Peut-être pensez-vous qu'1 ou 2, voire 5 morts auraient rassasié la soif de vengeance d'Elema, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. En fait, pour chaque homme qu'il tuait, il devenait plus instable émotionnellement. Et au fil du temps, la guerre entre le cartel Beltrán Leiva et le cartel de Sinaloa est devenue incontrôlable. La situation empirait de jour en jour. Elema s'est mérité le surnom de El Ondeado qui signifie le fou en torturant ses hommes. Il ne s'est pas arrêté à quelques-uns seulement. Il l'a torturé et tué plus de 30 sicarios BLO différents et a ordonné le meurtre de centaines d'autres. Malgré ses tendances violentes, Elema était un cerveau rusé. Il savait qu'il était recherché et n'a donc jamais quitté sa ville natale. Il s'est également assuré que les sicarios Beltrán Leiva qui l'avaient tué étaient emmenés dans son ranch personnel. Au cours de sa tuerie, il a même collaboré avec El Mayo pour contrôler certaines affaires du cartel de Sinaloa. Cependant, la ville de Culiacán commence à ressembler à une scène de film d'horreur. Les rues étaient tachées de sang et des cadavres étaient retrouvés à presque tous les coins de rue. En réponse, le gouvernement mexicain a déployé 2000 soldats dans la ville pour tenter de réprimer la violence. Et finalement, ils ont attrapé LM1. Le 13 octobre 2012, Torres Félix a été tué dans une fusillade dans la communauté d'Oso Viejo à Culiacán, Sinaloa, mettant une fin à son règne de terreur. Elema serait peut-être devenu fou après le meurtre de son fils, veillant à ce que personne ne soit épargné. La personne suivante sur notre liste a fait le même choix, mais la différence est qu'elle était une personne ordinaire en quête de justice et non de vengeance. Numéro 2. Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez a été consumée par une seule chose jusqu'à la fin de sa vie, la justice. Sa fille Karen, âgée d'à peine 20 ans, a été enlevée et tuée par des membres d'un cartel mexicain. Cet événement tragique a renforcé la détermination de Rodríguez à traquer chacun des ravisseurs de sa fille. Dans sa quête incessante de justice, Rodríguez a déployé de grands efforts, elle l'a changé d'apparence, a surveillé les maisons des membres du cartel et a passé d'innombrables heures à fouiller sur les réseaux sociaux, à la recherche de pistes possibles. Et armée d'un pistolet, elle prenait souvent les choses en main, pourchassant à pied les ravisseurs de sa fille jusqu'à l'arrivée de la police. Mais comment tout a commencé? Le 23 janvier 2014 a été le jour qui a tout changé pour Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Alors que sa fille Karen Alejandra Salinas Rodríguez traversait San Fernando, 2 camions se sont soudainement arrêtés à côté d'elle. Ensuite, les hommes armés sont entrés de force dans sa voiture et sont repartis rapidement avec elle. Rodríguez et sa famille ont passé les semaines suivantes à essayer désespérément de ramener Karen à la maison. Ils ont vite découvert qu'elle avait été enlevée par des membres du célèbre cartel Los Zetas, connu pour ses enlèvements impitoyables destinés à financer leurs opérations criminelles. Les proches de Karen ont suivi les instructions du cartel en espérant son retour sain et sauf. Bombardés d'un déluge d'appels téléphoniques, de menaces et d'exigences, et ils ont même contracté un emprunt pour payer la rançon de Karen et ont laissé un sac d'argent à un point de dépôt désigné. Cependant, leurs efforts ont été vains puisque Karen était toujours portée disparue. N'ayant plus d'autre option, Miriam Rodríguez a fait un geste audacieux. Elle a demandé à rencontrer un membre du cartel et, à sa grande surprise, l'un d'entre eux a accepté. Bien qu'il l'ait affirmé ne pas savoir où se trouvait Karen, il l'a proposé de l'aider dans les recherches moyennant des frais de $2000. Rodríguez a payé le montant mais malheureusement cela n'a mené nulle part. Mais elle l'a appris une chose, la personne derrière l'enlèvement de sa fille s'appelait Sama. Armée de cette information cruciale, Rodríguez est tombée sur son premier indice. Elle s'est confiée à sa fille survivante, exprimant sa conviction que Karen avait déjà été tuée. Cependant, elle a juré de ne reculer devant rien jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé les individus sans cœur responsable. Grâce à des compétences déductives méticuleuses, Miriam Rodríguez a commencé à reconstituer le puzzle entourant les ravisseurs de sa fille.
Après avoir trouvé le compte de Sama sur Facebook, elle a réussi à identifier l'une de ses connaissances grâce à son uniforme distinctif de glacier. Elle l'a attendu à l'extérieur du magasin pendant des heures jusqu'à ce que Sama apparaisse enfin, puis elle l'a suivi discrètement. Rodriguez a réussi à découvrir le lieu de résidence de Sama, mais elle avait encore besoin de plus d'informations. Afin de se déplacer dans son quartier sans être détectée, elle a eu recours à se teindre les cheveux en rouge, à enfiler un vieil uniforme et à dialoguer avec ses voisins sous prétexte de mener un sondage inoffensif. De plus, après avoir été trop longtemps ignorée par les autorités, Rodriguez a finalement trouvé un allié au sein de la police fédérale qui était prête à l'aider. Plus tard, lors d'un entretien, le commandant de la police a déclaré « Lorsqu'elle a déposé les dossiers sur la table, je n'avais jamais rien vu de pareil. Les détails et les informations recueillies par cette femme, travaillant seule, étaient incroyables. » Bien que Sama ait réussi à échapper à son arrestation dans un premier temps, la police a fini par l'appréhender. Sous la pression, Sama a donné à la police les noms d'autres membres du cartel qui ont apporté encore plus de lumière sur l'enlèvement de Karen. L'un d'eux a même accepté d'emmener la police au ranch où Karen avait été tuée. Au ranch, Rodriguez est tombé sur des indices importants. L'écharpe de Karen, un coussin de son camion et même l'un de ses os du fémur. Déterminée à retrouver les assassins de sa fille, elle poursuit ses recherches incessantes. Miriam Rodriguez a réussi à retrouver et à traduire en justice un total de 10 membres du cartel impliqués dans l'enlèvement de sa fille. Tout au long de sa quête de justice, Rodriguez a semblé comprendre les risques encourus mais a néanmoins avancé sans crainte. Elle l'a dit un jour: « Je m'en fiche s'ils me tuent. Je suis morte le jour où ils ont tué ma fille. Je vais en finir avec ça. Je vais éliminer les gens qui ont blessé ma fille et ils pourront me faire ce qu'ils veulent. » Malheureusement, ces paroles se révéleront prophétiques. En mars 2017, un groupe de 29 détenus ont réussi à creuser un tunnel et à s'échapper d'une prison de Ciudad Victoria où étaient incarcérés les ravisseurs de Karen. Craignant pour sa sécurité, Miriam Rodriguez a contacté les autorités et a demandé la protection de la police. La police locale a accepté d'effectuer des patrouilles pour assurer sa sécurité. Cependant, 2 mois plus tard, le même jour où le Mexique célèbre la fête des mères, le danger rattrape finalement Rodriguez. La femme de 57 ans se dirigeait vers sa porte d'entrée avec des béquilles, car elle s'était récemment cassé le pied en poursuivant un suspect. C'est alors qu'une Nissan blanche, conduite par des détenus évadés, s'est arrêtée devant sa maison. Sans avertissement, ils ont tiré sans pitié sur Rodriguez à plusieurs reprises et ont rapidement fui les lieux. Son mari l'a découverte étendue dans leur allée, tenant son sac à main où elle gardait son pistolet. L'attaque brutale contre Miriam Rodriguez a provoqué la colère de la population dans tout l'État et a incité les autorités à intensifier leurs efforts pour retrouver ces assassins. Si le gouvernement a réussi à appréhender 2 des coupables et que l'un d'entre eux a été tué dans une fusillade, de nombreux autres sont toujours en liberté. Malheureusement, au Mexique, l'histoire de Miriam Rodriguez n'est pas unique. Mais lorsque sa fille est devenue l'une des innombrables personnes innocentes enlevées par les cartels, Rodriguez est passé à l'action et a veillé à ce que justice soit rendue pour sa fille, même si elle devait le payer de sa vie. Passant aux parents suivants sur notre liste, lui aussi était déterminé à venger l'enlèvement de son fils. Et même si son cas est différent puisque l'enfant n'a pas été enlevé par un cartel, nous pensons qu'il mérite une mention honorable. Numéro 1. Gary Plauche. Le 16 mars 1984, Gary Plauche attendait anxieusement à l'aéroport. Son fils Jody avait été kidnappé par un homme nommé Jeff Doucet. Mais ce jour-là, Plauche attendait à l'aéroport pour une autre raison, abattre le ravisseur de son fils juste devant les caméras. Avant que tout cela ne se déroule, Gary Plauche menait une vie assez ordinaire. Il a servi pendant une courte période dans l'US Air Force puis a travaillé comme vendeur d'équipement. Il s'est même essayé au tournage pour une chaîne d'information locale. Juste un gars moyen qui essaie de gagner sa vie. Mais ensuite, tout a pris une tournure dramatique. Le 19 février 1984, quelque chose d'inimaginable arrive à Jody Plauche, le péché innocent de Gary. Son instructeur de karaté, Jeff Doucet, lui a proposé de l'emmener faire un petit tour. La mère de Jody, June, n'y a pas réfléchi à 2 fois. Après tout, Doucet était un membre de confiance de leur communauté et enseignait le karaté à leurs enfants depuis un certain temps. June ne savait pas que Doucet avait des arrière-pensées. Au lieu d'une courte balade, il a emmené Jody dans un bus jusqu'à la côte ouest. Chemin faisant,
Doucet décide de changer d'apparence. Il s'est rasé la barbe et a teint les cheveux blonds de Jody en noir, dans l'espoir de tromper tous ceux qui les cherchaient. Ils se sont retrouvés dans un motel délabré près de Disneyland à Anaheim, en Californie. Mais ce n'était pas des vacances amusantes. Dans la chambre du motel, Doucet a commis un acte odieux. Il a agressé Jody, son propre élève. Le pauvre Jody était terrifié, mais malgré cela, il a trouvé le courage de demander à Doucet s'il pouvait appeler ses parents. Étonnamment, Doucet l'a autorisé. Les parents de Jody n'ont pas perdu de temps et ont immédiatement alerté la police. Ils ont redressé l'appel et ont réussi à appréhender Doucet. Pendant ce temps, Jody a été mise sur un vol de retour vers la Louisiane, enfin à l'abri de son ravisseur. Bien qu'il ait retrouvé son fils, Plauché ne parvenait pas à se débarrasser de la rage qu'il ressentait. Il passa les jours suivants enfermé dans un bar local appelé The Cotton Club, demandant anxieusement à tous ceux qu'il pourrait trouver quand Doucet serait ramené à Baton Rouge pour y être jugé. Par pure chance, un ancien collègue de WBRZ News était présent et a informé Plauché que Doucet arriverait par avion à 9h08. Plauché n'a pas perdu de temps et s'est dirigé directement vers l'aéroport de Baton Rouge. Déguisé avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil, il est entré dans le hall des arrivées en dissimulant son visage. Il a remarqué que l'équipe de presse du WBRZ préparait ses caméras pour capturer le moment où Jeff Doucet serait escorté hors de l'avion par une caravane de policiers. Au passage, Plauché récupéra rapidement une arme cachée dans sa botte et tira un coup fatal dans la tête de Doucet. L'équipe de WBRZ a pu capturer ce moment effrayant devant la caméra et les images ont maintenant été visionnées plus de 20 millions de fois sur YouTube. Dans la vidéo, on voit Doucet s'effondrer subitement tandis que Barnett, un policier, plaque rapidement Plauché contre le mur. Au milieu du chaos, Barnett, qui se trouvait être un ami de Plauché, a demandé une explication pour ses actes. En larmes, Plauché a répondu « Si quelqu'un faisait ça à ton enfant, tu ferais la même chose !» Plauché a été accusé de meurtre au second degré, mais il a finalement conclu un accord de plaidoyer et n'a pas contesté l'homicide involontaire coupable. En conséquence, le tribunal l'a condamné à 7 ans de prison avec sursis, assorti de 5 ans de probation et 300 heures de travaux d'intérêt général. Avant même d'avoir purgé sa peine, Plauché a réussi à retrouver une vie relativement normale en restant discret. En 2014, Plauché est décédé dans la soixantaine et laisse dans le deuil son fils Jody. Jody a écrit un livre intitulé « Pourquoi Gary ?» Pourquoi? Et il se souvient avec tendresse de son père comme de quelqu'un qui trouvait la beauté dans tout, d'un ami fidèle qui faisait toujours rire et d'un héros pour beaucoup.